Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer un texte source vraiment percutant. C'est un essai politique très provocateur qui s'intitule Pot-pourri sur la tribu ou Rengaine. En gros, c'est une critique féroce et sans aucune concession du rôle de l'identité tribale dans la politique congolaise. Et honnêtement, c'est un document fascinant, truffé d'images fortes et de métaphores assez hallucinantes. L'idée ici n'est pas du tout de prendre parti, mais plutôt d'explorer de manière super objective comment l'auteur construit son argumentation. L'objectif, c'est de capter les dynamiques complexes qui, selon ce texte, freinent le développement de toute une nation. On a pas mal de pain sur la planche, alors voyons tout de suite comment l'auteur pose les bases de sa réflexion. L'auteur lance les hostilités avec une thèse centrale, brute et totalement assumée. Aimer la tribu, c'est haïr le Congo. Ça donne le ton. Dans le cadre de ce texte, il n'y a juste aucun compromis possible. L'allégeance tribale et le progrès national y sont présentés comme deux forces diamétralement opposées, littéralement mutuellement exclusives. En fait, l'auteur affirme que cet attachement viscéral à l'identité tribale éclipse complètement toute vision d'une unité nationale. Ça étouffe carrément les aspirations d'un État démocratique. C'est un point de départ extrêmement fort qui annonce la couleur. La tribu n'est pas du tout perçue ici comme une richesse culturelle, mais vraiment comme un obstacle existentiel pour la nation. On passe donc à la première section, la tribu comme concept politique. D'un côté, le texte dégrade le concept de tribalisme en le qualifiant de simple écran de fumée, d'euphémisme ou même d'ersatz. Mais de l'autre côté, et c'est là que c'est intéressant, la racine du mal absolu, c'est la tribu elle-même. La tribu y est littéralement définie comme un virus politique. L'auteur nous invite en fait à arrêter de traiter de simples symptômes pour enfin s'attaquer directement à l'entité de base. Ça modifie du tout au tout la façon dont on est censé percevoir ce défi politique. Et ça illustre brillamment l'esprit du texte, qui joue constamment avec les mots pour frapper fort. L'auteur souligne une coïncidence linguistique assez frappante. Le mot tribu, c'est l'anagramme exact du mot bruit. Et selon l'essai, ce n'est pas qu'un simple jeu de mots. C'est une véritable réalité politique. L'idée, c'est que l'introduction de la tribu dans les affaires publiques génère du bruit, une cacophonie assourdissante qui empêche absolument tout débat rationnel. La tribu est décrite comme impolie, sans aucune courtoisie en politique. Au lieu d'avoir un dialogue constructif sur l'avenir du pays, la scène politique se transforme en un vacarme total, dominé par l'émotion et des revendications identitaires qui n'en finissent plus. L'auteur déploie ensuite des images agressives et vraiment saisissantes. La tribu est un miroir kleptomane, l'image claque, n'est-ce pas? En politique, la tribu est présentée non seulement comme quelque chose de stérile, mais pire, comme une force active de destruction économique. Elle fait, pour reprendre les termes exacts de l'auteur, la poche à l'État. Mais le truc tragique avec ce miroir kleptomane, c'est que la tribu finit par se voler elle-même, devenant in fine la propre victime du système corrompu qu'elle a elle-même instauré. On continue avec cette rhétorique implacable. L'auteur écrit « La tribu, requin et inondation incarnent la haine et l'avidité qui engloutissent la politique ». Là, on est en plein dans un vocabulaire de prédation absolue et de catastrophe naturelle. Le requin, ça évoque un prédateur silencieux, mortel pour les finances publiques. L'inondation, elle, rappelle une force chaotique totalement incontrôlable qui noie absolument tout sur son passage. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que le texte dresse un portrait où la tribu n'a aucune qualité rédemptrice sur la scène publique. Elle est uniquement perçue comme une force dévorante. Ce qui nous amène à la section 2, les racines historiques du mal. Cette mise en perspective historique proposée par l'auteur est assez édifiante. Tout commence à la première étape, avec le pouvoir colonial belge. Le texte affirme que les colonisateurs avaient pleinement conscience de la dangerosité de la tribu. Ils notaient d'ailleurs leurs craintes dans un document intitulé « L'avenir du Congo », tout en se servant allègrement de cette division pour mieux régner. À la deuxième étape, avec les indépendances, un grand vide s'installe. Et puis à la troisième étape, on arrive au vrai nœud du problème postcolonial, le régime de Mobutu. L'auteur explique que la politique dite de l'authenticité a été la manière la plus pernicieuse de faire revenir la tribu au cœur de l'État. Sous couvert de célébrer la tradition et les valeurs africaines, le pouvoir aurait en fait institué une distribution des ressources entièrement basée sur le tribalisme, camouflant sa dictature sous un masque culturel bien pratique. Passons maintenant à la section 3, la politique du ventre. Alors, la politique du ventre, ce n'est pas juste de la corruption ordinaire. Dans l'analyse de l'auteur, c'est un véritable système institutionnalisé où la tribu sert carrément d'alibi moral. Le pillage des deniers publics et la recherche de plaisirs purement éphémères sont pardonnés et même parfois encouragés, à la seule condition que le politicien corrompu appartienne à la bonne tribu. La tribu brandit, pour citer le texte, une présomption d'innocence pour ses propres membres. Ça transforme la comptabilité nationale en un festin privatisé où la moindre rationalité économique disparaît totalement. Les symptômes diagnostiqués par l'auteur sont vraiment sévères. On retrouve bien sûr, en premier lieu, le pillage systématique des ressources de l'État. Mais surtout, le point sur la non-transparence est super fascinant.
L'auteur affirme que pour ces acteurs politiques, l'opacité devient carrément une ressource en soi, un véritable atout. C'est le terreau qui nourrit cette kleptocratie sans frein. Et l'accumulation de tous ces mots accentue ce que le texte appelle le côté république bananière de la RDC. On parle d'une gestion où la tribu agit comme un lierre étouffant l'arbre de l'État, asséchant au passage la moindre possibilité de développement concret. On aborde à présent la section 4, l'impact sur la démocratie. La métaphore pastorale utilisée ici est particulièrement dure. La démocratie de la tribu, un troupeau qui avance sans regarder où il va. L'auteur avance l'idée qu'avec la tribu, la démocratie est purement et simplement vidée de sa substance. Le citoyen rationnel s'efface pour laisser la place à un individu réduit à son seul instinct grégaire. Les victoires électorales deviennent des majorités écrasantes où, de façon assez paradoxale, personne ne sait vraiment pourquoi on a voté, si ce n'est pour obéir au mot d'ordre de la tribu. L'intelligence politique est totalement neutralisée. Et le résultat de ce troupeau aveugle, eh bien le voici. Le suffrage universel se transforme en un pur et simple suivisme. L'auteur s'insurge contre le fait que, dans cet environnement, la liberté d'expression et le débat d'idées sont vite remplacés par un vulgaire concours de décibels. La liberté se résume selon lui à bêler plus fort. La démocratie devient un exercice creux où la seule chose qui compte au final, c'est de faire plus de bruit, on en revient à ce fameux anagramme, que la tribu d'en face. La tribu rendrait aveugles ses adorateurs, les transformant dans une masse docile au service de chefs décrits comme des sorciers respectables, des individus qui transformeraient la tradition en rapine très bien organisée. Ce qui nous amène à l'ultime confrontation. Section 5. Tribu contre nation. Il y a une incompatibilité fondamentale au cœur de cet essai. D'un côté, on a la tribu, dépeinte comme un ventre insatiable, une terre stérile, un puits sans fond qui absorbe absolument tous les efforts de développement sans jamais rien restituer. Et de l'autre, on a la nation, dont la voix est étouffée par le vacarme tribal et dont l'avenir s'en trouve étranglé. L'argumentation atteint vraiment son paroxysme ici. On ne peut pas bâtir sur la tribu. Bâtir sur la tribu, affirme l'auteur, c'est s'engager sur un terrain totalement infertile. Cultiver ce sol, c'est semer sans la moindre espérance. C'est un jeu à somme nulle, où la survie de la nation exige, de façon impérative, l'éradication de ce logiciel politique tribal. Pour clore cette exploration, la note finale de l'auteur nous invite à une profonde réflexion. Malgré toute la noirceur du constat précédent, le texte s'achève sur une question à la fois poétique et très provocatrice. Le Congo peut-il enfin déborder d'intelligence comme une crue salvatrice ? Contre la crue destructrice de la tribu qu'on a évoquée plus tôt, l'auteur oppose donc l'espoir d'une crue salvatrice d'intelligence. C'est un appel assez vibrant à un changement de paradigme complet. Est-il possible de dépasser l'égoïsme collectif, de rejeter ce fameux miroir kleptomane et de laisser enfin éclater le potentiel d'un pays aux ressources immenses ? Le texte laisse la question en suspens, posant finalement les conditions nécessaires pour construire une véritable nation, très loin des ombres du passé. Bref, une analyse ultra riche et un texte qui, indéniablement, ne laisse personne indifférent.